météo au niveau mondial ne fonctionne pas de cette façon-là, c'est des équilibres. Et donc, si on parle de changement, de dérèglement, c'est justement parce que, pour le dire de façon très triviale, les choses ne sont plus à leur place en quelque sorte. Donc, quand je dis qu'il ne fallait pas nécessairement nommer un grand personnage, vous connaissez un peu les diatribes de M. Donald Trump contre la question climatique. Parfois, il lui arrive de mettre quelques messages assez croustillants. Vous voyez là-bas, il y a des inondations, il n'y a pas de réchauffement climatique. C'est presque une boutade, mais c'est honnêtement, vu les incendies qu'il y a eu à Los Angeles, je crois que beaucoup de gens ont commencé à réfléchir quand même à ce qui se passe. Et ça, on parle d'un grand pays. Il a normalement les moyens technologiques d'arriver à, même si ce n'est pas prévoir, à juguler le plus possible ces événements climatiques extrêmes. Mais quand vous voyez des pays qui ont peu de moyens, qui n'ont pas de la ressource, ni financière, ni humaine d'ailleurs, parce que assez souvent, vous pouvez acheter toutes les technologies du monde, mais si vous n'avez pas de la ressource compétente humaine, vous ne pouvez pas assurer ce qu'il faut en matière d'adaptation, d'atténuation climatique. D'accord? Donc, quand je parlais de problème conceptuel, c'est qu'il faut voir que ces trois formules-là, en général, on les évoque, mais ils ne sont pas si synonymes que ça. C'est pourquoi je le précisais tout à l'heure. Ce qu'on emploie le plus possible, c'est la notion de changement climatique. Et vous allez voir souvent dans les documents des Nations Unies, ils emploient davantage au pluriel, les changements climatiques. Et ça correspond peut-être davantage aux problématiques qui se posent en matière climatique. Et c'est pour cela que ceux qui s'intéressent notamment à la diplomatie climatique, ils savent très bien que les mots sont très importants. C'est-à-dire qu'en diplomatie, de façon générale, vous ne donnez pas les mots juste sans vous interroger à qui vous vous adressez, quel est le contexte dans lequel vous évoquez. Si par exemple vous dites qu'il y a conflit ici, il y a guerre là-bas, il y a acte terroriste, c'est pas pareil. D'accord? Conflit armé ou pas. Donc, commencez d'abord par évacuer tout ce qui est difficulté conceptuelle. Parlons davantage de changement climatique au singulier ou au pluriel. Après, le dérèglement correspond un peu mieux, mais réchauffement, c'est un peu court, comme nous sommes. Et je vous ai mis, par exemple, justement, la définition que donnent les Nations Unies. Les changements climatiques désignent les variations à long terme de la température. Vous avez parlé tout à l'heure, je parlais de phénomènes extrêmes, et des modèles météorologiques. C'est justement la modélisation qui fait que les institutions, notamment onusiennes, se projettent. Et quelle est l'institution aujourd'hui qui s'intéresse à ces évolutions de température, notamment? Comment ça s'appelle? Oui. Attention, le quiz commence. Dites-moi tout de suite, quelle est l'institution internationale qui s'occupe justement de la variation? Oui. Le GIEC. Oui, le GIEC. Et ça signifie quoi, le GIEC? C'est pas clair ça. On est c'est pas un piège, mais même ceux qui s'intéressent à ces questions-là, souvent ils ne savent pas si c'est groupement intergouvernemental, international, c'est pas pareil. Bon. Alors, juste pour rappeler quelques éléments d'actualité. D'accord? Donc, après les éléments conceptuels, on vient un peu à ce qui se passe aujourd'hui. Et j'ai pris juste 3 exemples en fonction des continents. Ce mois-ci même, à RDC, il y a eu des inondations monstres qui ont causé de nombreux morts. Je crois qu'on n'entend pas beaucoup sur la RDC. Et comme pour beaucoup de pays en Afrique, c'est compliqué. Et ça rejoint une autre question qu'on va aborder tout à l'heure, la difficile couverture médiatique des questions liées au climat, notamment dans les PUD, mais aussi parfois dans les zones où, en fait, si les locaux n'ont pas les moyens médiatiques de faire savoir ce qu'ils vivent, personne ne s'intéresse à eux. D'où d'ailleurs, quand il y a les COP et d'autres conférences internationales, ceux qui sont avisés, ils se font aider par des groupes de pression. Par exemple, les PID et les PMA peuvent se rassembler dans un petit groupe et faire entendre leur voix. Ah, nous, vous êtes bien gentils, limiter l'augmentation de la température en dessous de 2 degrés, pourquoi pas, mais à 1,50, nous on est déjà mort. Oui, mais parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Et en même temps, vous voyez, quand on a en 92 eu la conférence de Rio sur le sommet de la Terre de Rio, on avait dit, c'était quoi le slogan?
penser global, agir local. Mais justement, les gens qui pensent globalement, ce n'est pas nécessairement des gens qui vivent nos situations à nous, dans les pays. Voilà. Donc, quand on parle de diplomatie climatique, il faut vraiment que non seulement les acteurs du monde diplomatique, mais aussi vous faites partie aujourd'hui des porteurs d'opinion sur ces questions-là. Parfois, je discutais tout à l'heure avec l'un d'entre vous, que je ne vais pas nommer, parfois il faut aller cogner des portes pour qu'elles s'ouvrent, pour qu'on vous envoie à un événement international, pour couvrir cet événement-là. Parce qu'en vérité, le manque d'information des journalistes fait qu'eux-mêmes ne savent pas que ah, mais je peux aller à tel endroit parce que oui, j'y ai droit en quelque sorte pour pouvoir apporter non seulement ce que vit mon pays, mais aussi ramener ce que d'autres ont pu produire en termes de pensée, d'analyse sur ces questions-là. Donc, après la RDC, aux États-Unis, je vous ai parlé des incendies de janvier 2025. C'était dramatique aussi. Comme quoi, même si vous êtes riche, la problématique des changements climatiques en fait, ne connaît ni frontières, ni religion, ni couleur de peau, ni orientation sexuelle. Excusez-moi, mais toutes ces questions qui peuvent diviser les communautés entre elles, quand on est devant le mur du changement climatique, écoutez, il y a pas mal de sujets qu'on remet dans la poche parce que véritablement, c'est l'existence même qui est engagée. D'où l'idée que les menaces climatiques, en fait, sont des menaces existentielles. D'accord? Et dernier exemple, je vous ai parlé de l'Espagne. Je ne sais pas si vous avez vu un peu comment ça s'est passé, les inondations. C'est allé très vite. Et pour reparler de l'Espagne rapidement, la panne d'électricité géante qu'il y a eu il y a quelques jours. Certains ont lié ça au fait qu'il y avait des problèmes, il y a la gestion de l'électricité issue du renouvelable, etc. Ce qui nous pose d'autres problèmes. Et on va voir ça notamment quand on va aborder la question du greenwashing ou d'autres thématiques qui sont connexes. Ce n'est pas parce que quelque chose est bio qu'il est nécessairement bon pour la planète. Donc il faut que on arrive à se désintoxiquer même du point de vue des notions. Bio ne signifie pas nécessairement durable. D'accord? Alors, pour revenir à notre GIEC, le GIEC en fait régulièrement des rapports. Et le dernier, c'est le 6e rapport, notamment publié en mars 2023. Et je prends celui-là parce que c'est le plus significatif quand on veut faire, disons, le point en matière de changement climatique. Et ce rapport, comme je vous ai dit là, le GIEC, en fait, c'est le groupe, c'est pas le groupement, d'experts intergouvernemental. C'est le groupe qui est intergouvernemental. Donc, c'est pas un groupe, c'est un groupe composé de gens qui sont à l'international, mais c'est pas un groupe international. D'accord? Sur l'évolution du climat. Et la dernière fois, justement, à Genève, avec Julien notamment, on faisait un événement sur les questions météo, en tout cas, en même temps qu'on présentait le rapport d'Africa 21 sur le journalisme environnemental en Afrique. Et on avait rencontré des gens du GIEC, de l'OMM à Genève, c'était très intéressant. Souvent, on se dit, bon, ce sont des scientifiques qui ne sont pas accessibles. En général, les gens sont accessibles. Quand tu as du savoir, le savoir, si tu l'as vraiment, ça te rend humble. Et nous-mêmes, parfois, on ne fait pas l'effort d'aller vers ceux qui peuvent nous apporter du savoir. Il faut le faire. Ils étaient très ravis de nous communiquer du savoir, nous montrer des plateformes qui fonctionnent quand vous cherchez des informations. Et je parle à des journalistes, votre métier, c'est d'abord de chercher l'information, les faits. D'accord? Et donc, selon ce rapport-là, qui a été publié en mars 2023, justement, ils ont réaffirmé d'abord l'idée que c'est le poids des activités humaines qui intensifie le changement climatique. Ce n'est pas une question qui est toujours admise. Hein. Pour certains, ils maîtrisent bien tout ce qu'on appelle les époques glaciaires, les évolutions, climat, météo et tout ça. Ils se disent, bon, ça fait partie du cycle normal des choses, des saisons, etc. On va revenir à une certaine normale avec le temps. Mais je ne suis pas sûr, même si vous n'êtes pas scientifique, vous devez... Si par exemple vous êtes dans cette salle, on s'enferme ici, bon, pas pour longtemps, je vous rassure, on s'enferme dans cette salle pendant un bon moment. Et qu'il n'y a pas d'issue qui fasse, disons, la régulation thermique. À un moment donné, l'oxygène va manquer. Et plus il y aura du bon, plus on aura de problèmes.
Donc, même si vous n'êtes pas scientifique, il y a des choses qui sont évidentes, c'est que l'action humaine a nécessairement un impact sur l'environnement. Et dans cette problématique-là, vous allez voir, dans certains milieux, on pose notamment la problématique démographique. Plus il y aura d'habitants, plus on va consommer, plus on aura besoin d'oxygène, plus on va émettre du CO2, etc. Ben, écoutez, à un moment donné, la planète étant finie, nous ne pouvons pas croître indéfiniment sur cette planète. Et ça, ce n'est pas nécessairement que vous êtes scientifique, mais c'est physique et c'est naturel, vous pouvez le comprendre. Donc, ce rapport, en fait, a servi de base à la COP28. C'est ce qui était à la COP28. Non, pas toi. Personne. Oh, non. Moi, je n'y étais pas, mais lui, il était pour Africa 21 avec des journalistes. 6 journalistes. Donc, il arrive justement qu'Africa 21 aille à des événements internationaux avec des journalistes de notre réseau, grâce à la contribution des institutions partenaires. Mais c'est dommage qu'il n'y ait eu personne à Dubaï, au-delà des paillettes et des tours. Il arrive que ces États-là aussi, ayant compris l'importance de la diplomatie et de ce qu'on appelle la relation internationale, le soft power, eh bien, ils aiment organiser ces événements aussi pour la visibilité que ça donne, pour montrer aussi qu'eux aussi sont engagés. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans la démesure au quotidien que les questions climatiques ne les touchent pas. Et quelqu'un m'a raconté justement qu'il faisait très très froid dans le métro à Dubaï, ce qui est quand même délirant par rapport à la température ambiante. Ça, c'est encore une autre question. Donc, à la COP28, justement, le 6e rapport du GIEC a servi de base aux analyses. Et voilà les 10 points clés à retenir. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui est déjà connu. Mais ça, il est important de le rappeler à chaque fois. La première des choses, c'est la hausse des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines. Évident. Du moment où il y a de l'industrialisation, de l'activité économique, il y a des impacts nécessairement sur l'environnement. L'augmentation et l'aggravation des phénomènes climatiques extrêmes. Vous avez parlé tout à l'heure, inondations, sécheresse, incendies, d'accord? Et on sait très bien ce que cela représente, notamment dans les pays africains, ces phénomènes extrêmes-là. Parce que tout est lié. Quand il y a sécheresse, il y a moins de récoltes. Quand il y a trop de pluie, il y a problème aussi de récolte. Et au final, insécurité alimentaire, développement de la pauvreté, problématiques de santé, migration forcée, et ça ne s'arrête pas. Donc, voyez toujours une approche holistique de ces problèmes-là. Il n'y a pas d'un côté ceux qui s'occupent juste de la santé, et de l'autre ceux qui s'occupent des questions environnementales. Aujourd'hui, tout est lié. Et ça ne concerne pas que les pays africains, même en Europe aujourd'hui, tout ce qu'on a comme maladie liée aux particules fines dans les grandes villes, c'est énorme. Pour ceux qui sont déjà allés à Pékin ou à d'autres endroits en Asie, les gens sont très habitués à porter des masques. Voilà. Nous, on n'est pas très habitués, mais ailleurs, on ne se pose même pas la question. C'est une question de vie ou de mort. Voilà. L'impact du changement climatique sur la biodiversité, les enjeux de la préservation des puits de carbone, un gros sujet, la question carbone, la hausse des risques pour la sécurité alimentaire et sanitaire mondiale, les conséquences directes du changement climatique sur les populations, le développement des énergies renouvelables, secteur économique, mais en même temps, gros enjeux climatiques. Si vous voulez faire du biogaz ou du biomasse ou tout ce qui est lié au bio, ou la production d'énergie, la production d'éthanol par exemple, que vous devez cultiver ce qui vous sert à faire le bioéthanol, il faut vous demander si vous n'avez pas un impact écologique encore plus important. C'est pour cela que tout à l'heure je dis, il ne faut pas confondre bio, durable et tout ça. D'accord? Les mesures qu'on prend en matière de changement climatique, d'adaptation, d'atténuation, il faut toujours se demander en quoi elles sont conformes à la durabilité qu'on veut avoir sur le long terme. Et que toutes les questions sont liées. La mise en place de mesures d'adaptation, la mise en place de mesures d'atténuation, le déploiement d'une coopération internationale pour lutter contre le changement climatique. Ce rapport-là, il est très général, donc il ne parle pas en tant que tel des pays insulaires. Mais en vérité, toutes ces questions-là, du point de vue des pays insulaires, ça se pose de façon démultipliée. Et c'est là qu'on se dit que la nature est juste avec nous. C'est comme une double peine. Même si les îles sont très belles,
Évidemment, pas les îles seulement. Leurs habitants aussi sont très beaux. On en a la preuve aujourd'hui. Mais au-delà de la beauté que peut représenter une île, les questions concrètes de la vie quotidienne, elles sont beaucoup plus décuplées quand il s'agit d'aborder toutes ces questions climatiques-là. Il y a des avantages à être insulaire, mais il y a beaucoup de désavantages aussi. Surtout quand on parle. Donc, quand on prend le rapport du GIEC et qu'on se demande, bon, qu'est-ce qu'on peut retenir de façon essentielle pour un journaliste en matière de changement climatique aujourd'hui, il y a 10 faits essentiels. Vous voyez, ce n'est pas exactement les mêmes formulations. Juste avant, je vous ai parlé des résultats du GIEC. D'accord? Donc, il y a des éléments qui se recoupent, mais ce n'est pas exactement pareil. La hausse des températures, ça va. Les phénomènes météorologiques extrêmes, la fonte des glaces, on est peut-être moins concerné par ça, mais ces jours-ci, il y a un glacier qui se baladait, je crois, en Arctique, ou je ne sais plus où. Et ça, c'est des questions concrètes qui se posent à ceux qui habitent non seulement dans la région, mais aussi pour d'autres problématiques. L'élévation du niveau de la mer, évidemment, ça vous concerne, ça nous concerne. Et je parlais tout à l'heure des COP. Il arrive régulièrement que pendant les COP, comme je vous l'ai dit, certaines îles disent d'ici 10 ans, nous, on n'existe plus, quoi. Donc, déplacement forcé de population. Il y a eu déjà des déplacements forcés liés au changement climatique. D'accord? Le problème, c'est que, avec toutes les problématiques liées aux migrations aujourd'hui, c'est compliqué. Pas seulement pour les populations au départ, mais aussi les populations à l'accueil. Il est difficile de retrouver aujourd'hui un espace vivable pour un grand nombre de populations. Donc, quand vous direz quelque part, sûrement que cet espace est déjà occupé par quelqu'un. Donc, conflit éventuel. Et en même temps, déracinement pour vous quand vous partez. Parce que, quel que soit l'endroit où vous habitez dans le monde, vous pouvez habiter à Los Angeles ou je ne sais pas où, sachez que le déracinement est toujours une déchirette. Les gens ne passent pas de gaieté de cœur juste pour l'aventure. Si vous avez les moyens de faire de l'aventure, oui. L'acidification des océans, les experts vont vous en parler. La disparition des espèces, ça aussi, pas seulement disparition du fait des changements climatiques, mais il y a aussi de gros trafics qui s'organisent autour des espèces en voie de disparition. Regardez des documentaires là-dessus, c'est stupéfiant. Et en ce sens, l'Afrique a un gros problème, c'est de pouvoir protéger toutes ces réserves naturelles. C'est un enjeu de survie. Les incendies de forêt, les sécheresses, la pénurie de nourriture et les risques sanitaires. Alors, par rapport à cette problématique-là, il y a différents mécanismes de réponse. Vous les connaissez peut-être globalement. Je vais vous en citer juste quelques-uns, parce que le temps passe et il faut que je vous donne quand même un bout de temps de réflexion de vous. Parmi tous ces mécanismes-là, il y en a qui sont internationaux, d'autres qui sont régionaux, d'autres qui sont nationaux. Il y a quelque chose que je n'ai pas ajouté là, mais que vous allez peut-être voir dans les autres sessions, ou si j'ai un bout de temps, je reviendrai là-dessus dans une autre session. Vous connaissez les contributions des pays au niveau national, les contributions, vous n'avez jamais entendu ça par les CDN. Pour ceux qui s'intéressent à ces questions, je ne l'ai pas ajouté là, mais sachez que ça en fait partie aussi. D'abord, l'un des premiers documents essentiels, si vous voulez faire de la diplomatie climatique, si vous partez des années 50, des sommets de Stockholm et tout ça, il y a un document essentiel qu'il faut connaître, c'est le rapport Brundtland. Vous avez jamais entendu parler de ça? 1987, en fait, Brundtland, c'était une ancienne ministre norvégienne qui dirigeait la commission des Nations Unies sur l'environnement, qui justement réfléchissait sur l'articulation entre développement et environnement. Et c'est à cette occasion qu'on a eu la première définition officielle du développement durable. Officielle, c'est-à-dire institutionnelle. C'est quoi pour vous le développement durable? Tout à l'heure, j'ai demandé changement climatique. Pour que vous fassiez directement la différence. C'est quoi le développement durable? Il y a une formule qui est toute faite dans le rapport de 1987. Quelqu'un s'en rappelle? Un développement qui répond. Oui?
médias sans compromettre les besoins des générations futures. Exactement. Tout le monde a entendu? Un développement qui répond justement aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre là. Et il y a 2 ou 3 paramètres qu'il faut bien prendre en compte. Ce n'est pas parce que vous vous intéressez à l'avenir de la planète que vous ne vous intéressez pas à la vie des populations d'aujourd'hui. Mais il vaut mieux s'assurer que les populations d'aujourd'hui vivent bien et mieux pour préparer l'avenir que de chercher à juste préserver les oiseaux de tel parc. Non, il faut d'abord s'assurer que les générations d'aujourd'hui vivent mieux. Quand je dis mieux, ce n'est pas vivre en termes de quantité, davantage en termes de qualité. D'accord? Donc, il y a cette dimension-là et il y a la dimension intergénérationnelle. Et ça nous parle de la dimension intergénérationnelle. Rapport Brundtland, donc, sommet de la Terre en 92, parce qu'à cette occasion, il y a eu notamment les 3 grandes conventions qui conditionnent, qui fondent ce qu'on appelle aujourd'hui les COP. Ces 3 grandes conventions concernent quoi et quoi, selon vous? Tous ceux qui ont déjà 3 grandes conventions. Je l'ai écrit là, mais. Oui. La biodiversité. Oui. La désertification. Oui. Et la COP la plus connue, changement climatique. Il faut distinguer les COP. Hein. Je crois que c'est toi qui étais à la COP 16 sur la désertification, Ariane. C'est moins connu. Mais il y a des réseaux internationaux, des gens qui travaillent sur ces questions-là. La COP la plus connue, c'est celle qui concerne le changement climatique et qu'on a normalement tous les ans. Chaque année. Oui. Et la prochaine COP aura lieu où? Ici. Oui. La dernière, c'était où? À Bakou. Bon. C'est des informations que vous devez avoir. Et donc, même si, au-delà du fait que vous pouvez demander de l'accréditation, ou demander à être financé pour aller à une COP, il faut vous documenter d'abord pour savoir ce pourquoi vous allez là-bas. Je ne veux pas vous apprendre votre métier, mais ces missions-là se préparent. Donc il faut pouvoir argumenter quand vous allez voir des bailleurs de fonds pour vous accompagner. Donc, ensuite, il y a le protocole de Kyoto, j'ai mis S, mais c'est pas, il n'y a pas de S. Parce que là, ça concerne essentiellement les GES. GES, c'est quoi? Gaz à effet de serre. Mon quiz sera, je vais prolonger mon quiz, il y aura moins 20 questions. Non, mais on est là aussi pour de la culture générale sur toutes ces questions-là. D'accord? Ces éléments, je vais les préciser avant de vous envoyer le support comme ça. Donc les COP, ça signifie quoi COP? Pardon? Comment? Oui, tout le monde a compris? L'accord de Paris ou les accords de Paris, et qui est décisif quand même dans la diplomatie climatique parce que c'était l'une des COP où on a pris, disons, les plus grandes mesures contraignantes en matière de réduction de gaz à effet de serre. Le programme d'action de la Barbade, c'est des choses qui concernent là davantage les pays, les petits États insulaires en développement. C'est petits États insulaires en développement, c'est pas pays. D'accord? La stratégie de Maurice, je ne sais pas si les Mauriciens connaissent ça. Je vous donne juste des formulations, en tout cas, disons des dispositifs qui concernent essentiellement les engagements en matière de lutte contre le changement climatique, mais aussi en soumet tout ce qui concerne le développement de ces zones-là. Et pour ceux qui ont envie de faire d'autres études sur la diplomatie climatique, il faut pouvoir connaître tous ces dispositifs-là. Je pourrais vous citer d'autres qui concernent d'autres régions du monde, mais je prends ces 3-là qui concernent essentiellement les PUD et les PMA, la stratégie de Maurice de 2005 et les orientations de Samoa. Évidemment, vous voyez que ce sont toutes des îles. Mais les PUD ne sont pas que des îles. Par exemple, je crois que la Guinée-Bissau fait partie des PUD, des PMA, mais ce n'est pas une île. D'accord? Bon. Alors, combien de temps il me reste? Il fait quelle heure, s'il vous plaît? 17. Ah, bon.
Normalement, cette session était prévue pour 1h30. On a beaucoup voyagé sur le temps. Cela ne m'empêchera pas de vous laisser quand même 5-10 minutes pour réfléchir sur cette question-là. Chaque table prend un pays, un des 5 pays représentés. Et pour chaque pays, vous devez identifier 3 problématiques majeures liées au changement climatique. Vous désignez un ambassadeur qui va nous faire la présentation en 1 minute. Le challenge est bon. On y va rapidement. Donc, on a Comores, Djibouti, Madagascar, et Maurice, et Rodrigue, Seychelles. Normalement, on a 6 tables. Vous êtes mal lotis? Seychelles. D'accord. C'est qui est Seychellois? Moi, Seychelles, les autres, ok. Il faut beaucoup de diversité de géographie. Quel pays? Vous ne savez pas. Djibouti. Seychelles, Djibouti, oui. Vous n'avez pas oublié de dire. Oui, quel pays vous intéresse? Comment? Maurice? Ok, Maurice. Ah oui? Comment? Ah, Madagascar, pardon. Madagascar. Madagascar. Comores, Seychelles. Maurice. Rodrigue. Djibouti, pardon. Ah non, mais Rodrigue, il va avec. Ça, c'est qu'il faut Maurice. Maurice. Non, Maurice. Je ne veux pas le dire très fort, mais Rodrigue est une dépendance de Maurice. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Alors, vous avez compris la question? Vous avez 10 minutes maximum. Vous pouvez chercher des souvenirs. Il reste 8 minutes, hein. Ça me fait vite. Allez, allez vite. Quand même, je vais aller pour me rappeler, pour aller tourner les bébés. Ou on dit, ben, vous êtes à la fête dans 2 minutes. Vous devez nous voir respectif de en fait, je ne vous demande pas cela va nous permettre de